Donc, bonjour et bienvenue sur cet espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble, l'ensemble humain, le phénomène humain, tous les hommes qui composent l'humanité depuis qu'on s'est séparé des lois de la nature pour construire cette humanité, pour faire cette humanité, les lois sous les lois régies sous les lois de la culture, en fait, la culture humaine. Donc depuis l'origine de notre espèce, en somme, nous tous les êtres humains, nous construisons sans le savoir le paradis sur Terre. On le construit. Alors on n'y est pas, bien entendu. Nous ne sommes pas arrivés déjà à cette finalité. Mais, sans le savoir, nous le construisons. Alors on n'en voit pas... C'est très difficile de distinguer les progrès, parce que parallèlement aux progrès que l'humanité réalise, il y a des régressions, il y a des choses négatives qui viennent se greffer, comme maintenant, par exemple, l'impact que nous avons eu jusqu'à présent sur l'écosystème, qui donne un sentiment soit de régression, soit de possibilité de l'échec de notre évolution, ou d'une involution, ou etc. Mais, par exemple, si on prend notre impact sur le système climatique, on peut voir en même temps que depuis peu, depuis quelques dizaines d'années, peut-être même quelques années, l'humanité semble avoir pris conscience de ce problème et est en train de passer sur une évolution beaucoup plus écologique. Alors, évidemment, il y a toujours la lutte entre ceux qui voudraient rester sur un statu quo, qui ne comprennent pas que, en fait, qui sont basés psychiquement sur une vision après moi le déluge, donc qui n'ont pas, en fait, de sentiment d'appartenance à l'humanité, de se soucier de ce qui viendra après, ou de comprendre qu'ils font partie d'une sorte de processus, d'un chemin dans lequel ils travaillent sans le savoir, et qui en fait justifie entièrement leur existence. L'humanité, c'est l'humanité qui donne du sens à l'existence humaine, mais on n'en est pas conscient. Et donc il y a une partie des êtres humains qui fonctionnent avec cet état d'esprit. Après moi le déluge, bon c'est pas grave, moi ça m'intéresse pas de savoir ce que l'humanité va devenir, etc., etc. Alors c'est juste parce que nous sommes encore dans une évolution inconsciente. Dans quelques temps, peut-être ça prendra 1, 2, 3, 4 décennies, mais à un certain moment, et on est très proche de ce moment-là, l'humanité va prendre conscience de ce qu'elle réalise. Et à partir de là, l'homme ne pourra plus dire « après moi le déluge ». Il aura compris que la seule importance réelle de sa présence dans l'humanité, c'est de construire ce paradis qui est à devenir, ce paradis qui sera réalisé dans 3, 4, 5, 6 siècles.
peut-être 10 siècles, qui sait, il faudra peut-être encore 1000 ans d'évolution, mais peut-être qu'il faudra que simplement 100 ans, 150 ans. Peut-être que les choses vont s'accélérer et que l'humanité, une fois qu'elle aura pris conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente, ça va changer complètement la façon d'évoluer. Pour l'instant, on évolue à l'aveuglette, donc en faisant des tentatives, des accidents et des reconstructions, à travers la démolition et la reconstruction, les guerres, etc. Bon, voilà, on utilise aussi tout ce côté négatif. Évidemment, il y a, parallèlement à ça, tout le travail positif qui est là. Par exemple, le travail sur l'écologie. Non seulement les gens qui sont investis, mais maintenant une grande partie des 8 milliards d'êtres humains que nous sommes sont conscients de cet impact et commencent à être conscients de tout ça. Et commencent à y travailler, sans compter tous les ingénieurs, les chercheurs, les inventeurs qui essayent de trouver du matériel pour nettoyer les mers, etc., etc. Par exemple, là, j'ai lu que les Américains avaient inventé une sorte de ballon comme un aspirateur pour aller nettoyer les débris qu'il y a dans la stratosphère, dans le ciel, les débris des anciens, de tout ce qu'on a envoyé justement dans le ciel. Et bientôt, cette partie, le ciel, va passer au patrimoine commun de l'humanité, parce que ça fait partie de notre patrimoine commun. En fait, si un pays impacte justement la stratosphère en envoyant des sondes, des choses qui peuvent poser des problèmes à l'ensemble de l'humanité, eh ben, on ne laissera pas faire ça. Comme le fond des mers ou la mer, les océans, passeront au patrimoine universel, parce que ça concerne tout le monde, comme les forêts passeront au patrimoine universel. C'est qu'une question de temps. Peut-être il faudra encore 30, 40, 50 ans, mais à un certain moment, ça passera au patrimoine universel. Et donc, la perfection dont je parle, ce paradis que nous construisons sans le savoir, eh bien, c'est pour dans 3, 4, 5 siècles, voilà, il y a encore un peu de temps d'évolution avant d'arriver à cela. Mais en tout cas, c'est ce que nous aurons réalisé. Et de façon inconsciente, sans savoir ce qu'on faisait. Et ça, on y travaille depuis qu'on s'est séparé des autres primates, c'est-à-dire depuis quelques millions d'années. Et depuis quelques centaines de milliers d'années, où on développe le progrès, on développe voilà, on travaille les premiers, nos ancêtres qui ont travaillé le silex, qui ont géré le feu, qui ont inventé la roue, qui ont inventé, etc., etc. L'agriculture, enfin tout ce que nos ancêtres ont réalisé, ben, on voit tout le chemin qui a été parcouru entre ces 100 000 ans ou 200, 300 000 ans en arrière, depuis que les hommes sont organisés en humanité, et aujourd'hui où il reste quelques siècles, peut-être 1000 ans, admettons 1000 ans, même pour les plus pessimistes, 2000 ans par exemple. Mais on voit bien qu'on n'est pas loin de cette finalité, donc de cette capacité à construire ce paradis, à finaliser ce paradis que nous faisons. On est très proche en réalité. Voilà. Alors, comme vous le savez, pour essayer de préciser un peu cette théorie atypique qui est née d'un esprit autiste Asperger, eh bien, je m'appuie sur des ouvrages la plupart du temps,
Mais là, j'ai pris appui, là, depuis 5 vidéos, ça sera la 6e, sur des fiches. Et là, c'est cette fiche en- justement à ce niveau-là, qui pose comme question: tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes, en s'appuyant sur l'idée, sur le concept de Leibniz, pour qui tout est parfait dans le meilleur des mondes. Et celui qui lui apporte la contradiction, c'est Voltaire, à travers Candide, qui, qui dit: oui, mais alors, quelle est la place du mal là-dedans? Il y a des choses, des gens qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans un tremblement de terre. En l'occurrence, là, il parle d'un grand tremblement de terre qu'il y a eu à Lisbonne et qui sont des victimes innocentes en réalité. Et combien d'innocents sont des victimes? Pourquoi il y a ce mal? Si le monde était parfait, il n'y aurait pas le mal. Mais en fait, le mal, ce que nous appelons le mal, est un des moteurs du bien. L'humanité ne pourrait pas atteindre sa perfection sans avoir imaginé l'idée du mal, sans avoir pensé l'idée du mal. Quand on s'est séparé des autres primates, chez les primates, il y a un instinct des règles, des interdits, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est au stade de l'instinct, c'est pas au stade de la culture. Alors nous avons été ces primates-là. Et donc, on avait cet instinct moral, en gros, celui qui interdit instinctivement le dominant, même de mordre le dominé quand il fait acte de soumission, alors que le dominant pourrait lui faire du mal. Mais il y a quelque chose qui l'empêche, un instinct l'empêche d'agir comme ça. Et on voit bien que l'organisation des chimpanzés, d'où nous venons, nous étions à peu près à ce sens-là, un petit peu comme les bonobos ou les chimpanzés, peu importe. Mais on fonctionnait comme ça. Et on voit bien qu'ils ont une sorte de morale, une sorte d'éthique. Ils font pas n'importe quoi. Ils sont régis par des choses où eh ben, il n'y a pas de l'inceste est prohibé instinctivement, le fait de maltraiter les autres est prohibé. Il y a le système des réconciliations quand deux animaux se sont disputés, il y a la réconciliation. Tout ça, c'est une sorte d'ordre moral, d'ordre de loi qui sont instinctives. Et bien nous, ces lois, on les a fait en passant, en évoluant, en sortant de la nature pour passer sur la culture. Ces lois-là, on les a fait évoluer. Et il y en a une, par exemple, qui est vraiment, qui m'a sauté aux yeux quand j'ai réfléchi à cette évolution-là, comme ça. C'est celle qui fait que quand j'étais enfant, dans la cour de récréation, quand on se battait, s'il y en avait un qui était à terre, on disait c'est interdit de taper quelqu'un à terre. Voilà, moralement, on n'avait pas le droit de faire ça. Donc on devait s'arrêter avant. Une fois qu'il était tombé, qu'il était terrassé, on ne le frappait pas. Et d'ailleurs, ce qui veut dire que là, on voit bien la dérive de l'évolution où le néolibéralisme a complètement frelaté toute l'éthique, la morale, etc., en écartant le religieux, en écartant il a créé un monde qui est un peu impitoyable. Maintenant, on voit des mecs qui se battent, quelqu'un tombe à terre, et puis il y a 5 ou 6 types qui vont le latter, qui vont lui donner des coups de pied. C'est une honte humaine, c'est des lâches, quoi. Et personne peut leur dire, voilà la lâcheté. Moi, j'ai montré ça sur Twitter ou quoi que ce soit en prenant des images comme ça, et j'écrivais voilà ce que c'est que des lâches, ce que c'est que des misérables, quoi, qui ont même plus de capacité de comprendre que c'est totalement lâche d'être à 3 ou 4 ou 5 sur quelqu'un. Voilà. Bon, bref. Ce côté qui est anti-héroïque, quoi. C'est l'anti-héros, en fait. Et donc, parce que les nouveaux héros, les héros
avant le néolibéralisme, les héros avaient cette éthique. Voilà, les héros, c'était ceux qui défendaient le faible en s'attaquant aux forts. C'était Robin des Bois. Et puis, on est passé sur des héros qui peuvent transgresser. Et donc, ils ont donné ce modèle à l'humanité. Et l'humanité, évidemment, on évolue par mimétisme. Et donc, le mimétisme a donné ce que ça a donné là, dans cette évolution. Mais ces règles, donc, elles sont passées, des lois de la nature, des interdits de la nature, sont passés dans des interdits culturels. C'était interdit, d'abord c'était des tabous, etc., avant que l'écriture existe, avant qu'on fasse évoluer le modèle, c'était des interdits. Tu ne dois pas te comporter comme ça, sinon tu es exclu du clan, etc., etc. Donc, les règles sont d'abord passées par là, interdits, tabous, etc. Et puis après, on a inventé l'écriture. On a commencé à pouvoir stocker les idées, etc. Les lois ont été posées, écrites. Les premières grandes lois à travers le code d'Hammurabi, puis les lois avec le judaïsme, ou de l'autre côté avec l'hindouisme, ont été posées, écrites, etc. Et donc, à partir de là, on a commencé à sophistiquer les interdits. Donc, ce qu'on appelle le mal, il était là, il était présent parce que il existe hein, chez nos cousins primates. Il y avait également les transgressions, c'est-à-dire que des dominants se battaient, mais vraiment à se faire mal, par exemple. Des dominants volaient le truc d'un dominé sans que l'autre puisse dire quoi que ce soit, etc. Voilà, il y avait des choses comme ça qui ont aussi évolué chez l'homme en vol, en agressivité, en violence, en bagarre, etc. Et même les chimpanzés partaient en guerre contre l'autre clan et ils pouvaient tuer d'autres chimpanzés d'un autre clan. Donc on retrouve à peu près ces mécanismes-là et évidemment l'homme les a sophistiqués aussi, a sophistiqué le mal. Mais il a sophistiqué le mal parce que la chrysalide d'un primate naturel en humain absolu, en humain abouti, l'humain qui va venir dans 4 ou 5, 6 ou 7 siècles, cet humain qui aura atteint la sagesse absolue, qui sera parfait, qui aura atteint la perfection, dans cette transformation, cette chrysalide, eh bien, il y a des pathologies qui sont nées, qui sont nées de cette transformation. Tout simplement parce que c'est extrêmement dur de devoir obéir aux lois. C'est-à-dire que là où le singe dominant peut aller donner un coup de dent au dominé pour lui prendre ce qu'il a, les lois de l'humanité ont interdit cela. Et il y a une confrontation entre le désir de vivre sa liberté primate, sa liberté première. J'ai envie de voler ça, ça me fait plaisir, je veux le prendre. Et la loi qui l'interdit. Donc dans cette contradiction, il y a ceux qui vont se faire du mal à eux pour pas transgresser, et puis il y a ceux qui vont trouver des astuces pour transgresser, et puis qui vont pas pouvoir s'en empêcher parce que leurs pulsions sont trop intenses. Et donc ils vont aller voler, ils vont, etc., etc. Ils vont exprimer leur agressivité et elle peut avoir tous les débordements qu'on connaît avec des excès qui vont jusqu'à la torture, etc., etc. Donc on voit que ça décline, ces pathologies font partie en fait de l'évolution d'un primate, de la chrysalide entre un primate et un humain abouti. Voilà. Et pendant cette période, eh ben, on a droit malheureusement à ces excès qu'on retrouve même pas dans la nature,
que l'homme a sophistiqué, la perversion narcissique, l'abus du prochain, le vol, la torture, etc. Et puis jusqu'à l'idée folle du génocide. Voilà. Donc on voit que tout ça, ça a été, ça fait partie de cette pathologie. Mais l'humanité vaincra cela. Alors ça existe encore, c'est tragique et ça donne même le sentiment que ça nous empêche de voir que nous allons vers notre perfection, que nous construisons cette perfection, mais ça nous empêche seulement de le voir. Ça n'empêche pas que on travaille à cette perfection et on la réalisera. Mais simplement, là, on n'arrive plus à en discerner l'évolution. Au XIXe siècle, sans doute, les Saint-Simon, tout ça, pouvaient le distinguer plus facilement. Maintenant, après Auschwitz, après le 14-18, après le XXe siècle, après l'autre génocide au Rwanda, etc., etc., après tous les abus qu'on voit, il est difficile de garder cela. Voilà. Mais en réalité, dans l'évolution de l'humanité, ce n'est pas le mal qui évolue, c'est la sensibilité humaine au mal qui évolue. On le supporte de moins en moins, même si techniquement on peut faire encore plus de mal, puisqu'on a la bombe atomique, on a des bombes, on a sophistiqué toutes ces choses-là. Mais ça, c'est juste le progrès. C'est l'homme qui utilise le progrès à mauvais escient, tout simplement. Mais bon, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est destiné à évoluer. Alors, eh bien, encore une fois, je suis allé trop loin dans la présentation, parce que là, je suis arrivé, je vais le faire quand même, à la conclusion. Donc, ces fiches fonctionnent sous la forme d'une question, donc posée, tout est-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? Il y a une thèse, oui, le monde créé par Dieu, parmi tous les mondes possibles, ne peut être que le meilleur. Non, l'antithèse, l'existence du mal prouve que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Et alors, les 5 ou 6 vidéos qui sont déjà passées ont travaillé sur des deux côtés, oui et non. J'ai analysé les deux. Et maintenant, on va passer à la conclusion qui correspond à la synthèse. Voilà. Alors, je vais lire la conclusion, même si cette vidéo dure longtemps, mais tant pis, ça sera comme ça. Alors, la conclusion. Donc, on a vu que d'un côté, il y a Leibniz qui dit « tout est parfait dans le meilleur des mondes ». Le monde ne peut pas se construire autrement que comme il se construit. Si Dieu avait eu s'il y avait eu une autre option pour construire le monde d'une autre manière, ordonner le monde d'une autre façon pour qu'il n'y ait pas le mal, ça aurait été pris. S'il a pris s'il y a cette possibilité dans l'évolution, si l'évolution inclut le mal, c'est que c'est inévitable. Pour atteindre la perfection, il n'y a que cette... On est obligé de passer par ce que nous appelons le mal. Et puis en face, il y a non, donc l'antithèse. L'existence du mal prouve que nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est Voltaire avec Candide, qui essaie de démontrer donc le côté négatif. Et c'est ce qui est intéressant dans la philosophie. Et à la fin, il y a normalement la synthèse. Alors voilà ce que dit cette fiche des éditions Atlas sur la conclusion. Le meilleur des mondes possibles serait le paradis. Ben oui, bien sûr. C'est ce dont je parle. Et on le fait. Or, il est évident que notre monde n'est pas le paradis. Il n'est pas encore le paradis. C'est ce que j'ajouterai là à cette fiche. Il n'est pas encore le paradis. Mais à l'époque, il n'y avait pas la possibilité, quand ils ont écrit ces éditions Atlas dans les années 70 ou 80, l'idée que l'humanité allait vers sa perfection, elle avait disparu de la pensée humaine. Elle existait au XIXe siècle avec des
des philosophes comme Saint-Simon, comme Fourier, comme celui qui dit Proudhon, la propriété c'est le vol, comme Marx, comme etc. etc. Ils avaient entrevu l'idée que l'humanité, de toute manière, les progrès allaient amener l'humanité vers cela. Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, hier, j'ai trouvé en brocante, j'ai trouvé ce bouquin-là. Je vais en parler. Jean Fourastier, Le grand espoir du XXe siècle. Ça fait un gros pavé quand même. Hein. Donc voilà, mais je pense que je vais essayer de picorer des petits trucs sans le lire parce que j'y arrive pas, mais pour voir ça. Donc voilà. Alors, donc dans cette fiche, il dit, il est évident que notre monde n'est pas le paradis. Oui, il n'est pas encore le paradis. Il n'est pas le paradis, c'est clair, c'est pas encore le paradis, mais nous construisons ce paradis. Non seulement les hommes font le mal, mais le mal existe dans la nature, indépendamment des actions humaines, comme le prouvent les épidémies, les catastrophes naturelles ou tout simplement la mort. Tout ça, l'humanité le gérera. C'est pour ça qu'il faudra encore du temps d'évolution, évidemment. Il faudra peut-être encore 5, 6, 7 siècles ou peut-être davantage. Mais l'humanité parviendra à dépasser ça. La mort, on sait comment la dépasser. Les grands sages ont compris. L'extase dépasse la mort, transcende la mort. C'est pas que elle règle, c'est pas qu'elle empêche la mort, qu'on ne meurt plus. Et évidemment, on va continuer à repousser les limites de la vie, et peut-être que dans 3, 4, 5 siècles, les hommes vivront, et effectivement, peut-être même les 1000 ans dont parlent certains, je ne crois pas, mais de toute manière, ça sera pas c'est pas de vivre longtemps, c'est pas de vivre 1000 ou même 10 000 ans qui serait la solution. La solution, elle est ailleurs, c'est autre chose. Dans notre sens, il n'est pas à ce niveau-là. Par contre, repousser l'échéance de la mort, c'est légitime. L'homme, il doit faire ça et il doit travailler à repousser cela, c'est clair. Mais la mort, on sait qu'on peut la dépasser en abolissant la peur qu'elle engendre en nous. Le jour où nous n'avons plus peur de la mort, où la mort n'a plus d'impact au niveau elle n'engendre plus la peur, eh bien ça devient un acte, un événement comme les autres, tout simplement, à ce moment-là. Et ça, c'est important à savoir. Pour Voltaire, qui rejetait la religion, un monde en proie au mal ne peut cependant pas être le meilleur des mondes. Voilà ce qu'il pensait. Mais cela ne veut pas dire que le bonheur n'y existe pas. Malgré le mal, et même en excluant l'idée d'une vie meilleure après la mort, on peut trouver un idéal limité, personnel de bonheur sur terre. C'est ce qu'exprime la morale de Candide. Il faut cultiver notre jardin. Voilà, on est arrivé à la fin. Il est démontré, disait Pangloss, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Ben c'est ça, tout étant fait pour une fin. Donc même Voltaire reconnaît cette idée-là. Tout étant fait pour une fin, et l'humanité, elle est faite pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Donc on travaille tous pour la meilleure fin. Et évidemment que on ne peut pas s'imaginer que les progrès que nous faisons, que tout ce qu'on fait sur cette planète, la globalité humaine, elle serait pour régresser, pour développer de plus en plus de mal, pour développer de plus en plus de perversion, de plus en plus de torture, de plus en plus, etc. On ne pourrait pas imaginer que l'humanité décide d'évoluer, de faire évoluer le pire, quoi. Non, on fait évoluer le meilleur et malheureusement, le pire suit et fait partie de l'évolution. Mais la majorité humaine cherche à améliorer l'humanité. Et c'est cette force qui l'entraîne vers son ultime perfection.
y compris d'ailleurs la force négative qui conduit aussi à la perfection humaine. Voilà. Alors, j'ai arrêté, j'ai fini là pour cette fiche. Ben voilà, je tiens à vous remercier de votre écoute et de vos encouragements de temps en temps, et puis de votre soutien silencieux, le fait que vous abonniez, tout ça, ça me, ça me, ça, ça me fait, voilà, ça me fait chaud au cœur et ça m'aide à travailler, voilà, à continuer. C'est un soutien important. Voilà, je tiens à vous le dire. Et voilà, ça se voit pas beaucoup. C'est pas avec des démonstrations. Et en fait, ça tombe bien. Je suis en Auvergne et là où dans l'enfance, j'ai été hébergé par les protestants dans ce coin, vers le Chambon-sur-Lignon. J'étais berger chez eux pendant 4 ans. Et, et sans démonstration, c'était tout dans la subtilité. Ils ont été hyper importants à ma vie et le peu d'équilibre que j'ai, eh ben, je leur dois en réalité. C'est eux qui me l'ont fourni. Donc voilà, ben, et en silence et sans que il n'y avait pas de, il y avait pas d'explosion des choses. Ça s'est fait vraiment de façon tranquille, paisible. Voilà. Et ben, c'est un peu comme ça que je ressens à chaque fois que je vois quelqu'un s'abonne, que quelqu'un met un cœur, pas un cœur, mais un pouce, etc. Tout ça, ça, ça aide à mon travail. Voilà. Donc, je voulais juste vous remercier à ce niveau-là. Merci. À très bientôt.